tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle de conférences organisée par l'Observatoire de la vie politique régionale de l'Université de Lausanne, en cycle de conférences, comme vous le voyez, consacré au thème Peuple, Région, Élite. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre nouveau conférencier, c'est donc le professeur Rémi Lefebvre. Sa collègue aussi Anne-Cécile Douillet aurait dû venir, mais malheureusement, en raison d'engagement professionnel, elle a dû renoncer au déplacement, mais on a quand même toujours le plaisir de vous accueillir. Juste quelques mots pour rappeler le contexte dans lequel se situe ce cycle de conférence. Donc un cycle de conférence qui est aussi organisé en lien avec un projet de recherche que je co-dirige avec les professeurs Oscar Mazzoleni et André Mac, un projet qui porte sur les élus politiques de 4 villes suisses et les changements urbains qui touchent ces 4 villes suisses, à savoir Lausanne, Lucerne, Lugano et Zurich, pour une période de 60-70 ans, donc de 1946 à 2016. Et le but, c'est finalement, comme vous voyez, d'essayer de savoir dans quelle mesure les changements qui affectent ces villes, à la fois changements sociaux, urbains, institutionnels et politiques, affectent le profil des élus locaux, et dans quelle mesure, toujours en termes de profil des élus locaux, on peut identifier des processus de démocratisation et de professionnalisation dans leur recrutement. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'inviter Rémi Lefebvre, qui, juste quelques mots, un petit peu, notice biographique, quelques informations biographiques, qui est docteur en sciences politiques de l'Université de Lille en 2001. Ensuite, il a été nommé maître de conférence toujours à Lille de 2001 à 2003. Il s'est déplacé ensuite à l'Université de Reims de 2003 à 2008. Toujours à Reims, il a reçu l'agrégation de sciences politiques et la nomination à l'Université de Reims en 2005. Il reste à Reims jusqu'à 2008 et il revient comme professeur de sciences politiques à l'Université de Lille depuis 2008. Il est également chercheur et membre du Centre d'études de recherche administrative, politique et sociale, le CERAPS, à Lille, ainsi que président au sein de l'Université de Lille de la section de sciences politiques. Il travaille dans plusieurs domaines de recherche, et en lien avec ces domaines de recherche, il a aussi publié nombreux articles et livres concernant les partis politiques, avec aussi un focus particulier sur le Parti socialiste. Il a notamment publié, il y a, je pense, une dizaine d'années, un livre avec Frédéric Savicki. Il s'intéresse aussi aux campagnes électorales ainsi que la démocratie participative. Et encore quelques mots sur les recherches en cours, donc plus actuelles, qui le voient impliqué. D'une part, nous avons donc les primaires au sein du PS et de l'EMP, des projets de recherche portant sur le métier d'élu, et notamment sur les agendas et les collaborateurs d'élus, ainsi que les jurys citoyens et le tirage au sort dans les conseils de quartier. Comme j'ai dit tout à l'heure, Rémi Lefebvre fait preuve d'une certaine richesse en termes de publications. Je n'ai donc listé quelques-unes ici, des plus récentes, qui touchent un petit peu les domaines de recherche que je viens de mentionner. Et parmi les dernières publications, c'est un petit peu l'élément de contact, l'élément qui nous a fait un petit peu, qui nous a poussé à vous contacter, c'est donc l'apparition il y a quelques mois de ce manuel de sociologie politique du pouvoir local, publié avec Anne-Cécile Douillet. Et justement, c'est à partir de ce manuel que Rémi Lefebvre va donc intervenir pour nous illustrer quelques éléments, quelques résultats issus de cette publication que je vais d'ailleurs vous faire circuler pour information. Donc, encore merci beaucoup à Rémi Lefebvre. Comme convenu, vous aurez donc 45 minutes de présentation. Et je remercie également le professeur Oscar Mazzoleni qui sera chargé de discuter votre intervention. Ensuite, on aura, comme d'habitude, une discussion que j'espère vive sur le sujet. Merci encore beaucoup, merci à vous d'être là. Merci pour cette présentation introductive. Bonjour à tous. Donc, écoutez, je suis très heureux d'être là parmi vous pour vous présenter une petite partie donc, de cet ouvrage
que donc j'ai rédigé avec ma collègue de Lille, Anne-Cécile Douillet, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'elle a pris trop de thèses en soutenance, et donc voilà, c'est la période la plus chargée de l'année en ce moment, donc c'est difficile de tout concilier. Alors donc effectivement, comme vous l'avez dit, donc on a publié chez Armand Collin il y a quelques mois ce manuel, hein, donc qui est un manuel plutôt destiné aux étudiants de M1 et M2, donc évidemment le format manuel impose un certain nombre de contraintes, hein, et donc c'est un ouvrage qui prétend traiter des sujets extrêmement multiples portant sur le pouvoir local, hein, donc pour le dire vite, il y a trois aspects principaux qui nous ont attirés dans ce travail, à la fois évidemment l'architecture des pouvoirs locaux et donc les compétences des pouvoirs locaux, la question de la réforme territoriale, hein, la question des politiques publiques territoriales, donc là c'est plutôt d'ailleurs un domaine d'expertise de ma collègue Anne-Cécile. Et puis le troisième domaine donc, sur lequel je vais donc, intervenir aujourd'hui, c'est plutôt la question des élites locales et la problématique de la professionnalisation. Alors je précise peut-être avant d'en venir au sujet d'aujourd'hui que notre approche, bon, c'est important puisque donc nous sommes en Suisse et donc votre connaissance du pouvoir local est peut-être évidemment moins forte français que le pouvoir suisse. Donc l'idée, le pari un petit peu de ce bouquin, c'était d'avoir une approche assez large du pouvoir local. Donc il y a pas mal en essayé par rapport à des manuels franco-centrés, d'élargir un petit peu la focale, notamment en termes de mobilisation de littérature, hein, puisque c'est un manuel, donc il y a une bibliographie qui est très importante. Hein. L'idée est bien de faire un état de l'art, hein, et donc c'est pas tant un ouvrage personnel qu'un ouvrage de synthèse, hein, et d'ailleurs de ce point de vue-là, comme on le disait tout à l'heure, on échangeait à ce sujet. L'idée c'était aussi peut-être, le pari c'était de relancer en fait les travaux sur le pouvoir local, parce qu'il nous semblait qu'Anne-Cécile que depuis quelques années, il y avait une forme de moindre dynamisme en fait de ces travaux. Hein, il y a eu une période, au moment à peu près où j'ai fait ma thèse, où il y avait une très forte, il y a beaucoup de travaux sur le leadership, sur le métier politique. C'est un peu retombé ces dernières années. Donc l'idée, c'était voilà, essayer de reconstituer, peut-être de relancer quelques questions et de redynamiser la recherche. Alors ce que je disais, c'est que le pari, c'était d'élargir la focale et de mobiliser des travaux étrangers, mais malgré tout, ça reste quand même un travail à dominante française, hein, dans les exemples, les analyses. C'est très compliqué, hein, de faire une sociologie politique générale du pouvoir local, tant les formes prises par le pouvoir local dans les systèmes politiques sont multiples, hein. Et en plus, dans ce paysage institutionnel local complexe, le cas français est relativement spécifique, hein, à travers notamment le nombre d'élus locaux, le nombre de niveaux institutionnels, et puis surtout l'articulation entre l'espace politique national et local qui est très forte en France à travers le cumul des mandats, et la figure du maire aussi qui est très importante. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu peut-être la limite de l'exercice, c'est qu'effectivement, les remarques que je vais vous faire aujourd'hui, même si elles me paraissent dépasser le cas français, elles sont quand même encastrées dans une réflexion qui est plutôt voilà, plutôt française, néanmoins. Donc on pourra en discuter évidemment par la suite. Voilà, alors peut-être pour juste avant de commencer, dernière considération introductive, effectivement, moi mes travaux de recherche, en fait, ils portent à l'intersection du pouvoir local et des partis politiques, et en fait ma thèse, d'où toujours j'essaie de tenir un petit peu ces deux bouts, ma thèse elle portait sur le socialisme municipal, et en gros pour la schématiser, c'était de dire que et je maintiens cette thèse, que la spécificité du socialisme français tenait à sa très forte territorialisation et au poids des élus locaux. Et donc j'ai continué un petit peu par la suite en élargissant mes sujets sur cette veine, c'est-à-dire sur l'idée qu'on ne peut pas étudier les partis politiques en France sans prendre en compte la très forte importance
des pouvoirs locaux qui sont en France, qui définissent des ressources extrêmement fortes. Hein. C'est-à-dire que les partis politiques sont fortement notabilisés et territorialisés. Voilà, donc voilà un petit peu pour une des lignes de force de mes travaux, c'est quand même du coup de travailler sur l'intersection entre les partis politiques et les élus. Alors, en fait, mon propos aujourd'hui, il va porter, c'était un petit peu la commande aussi, plutôt sur le deuxième chapitre en fait du manuel, qui porte sur la sociologie des élites locales et la question. Alors, et je vais angler encore un peu plus mon intervention, en fait, pour centrer mon propos sur la question de la professionnalisation politique des élus locaux. Hein, donc, les questions que je voudrais traiter, alors évidemment, je vais apporter des éléments parce que je n'ai que 3/4 d'heure et c'est des questions très vastes. C'est en somme, dans quelle mesure. Qu'est-ce que recouvre cette notion de professionnalisation, hein? On le sait en termes sociologiques, la notion de professionnalisation, elle est très large. Hein, la professionnalisation, elle invite à travailler sur l'autonomisation d'un groupe social spécialisé dans certaines fonctions politiques. Elle amène à s'interroger sur la notion de carrière politique, hein, la carrière étant une des dimensions du métier. Elle amène à réfléchir à la question de la professionnalité politique. La professionnalité politique, donc là c'est plutôt les compétences, les savoir-faire, les savoir-être qui seraient constitutifs de l'existence d'un métier politique. Et donc on sait qu'il existe un métier politique. Hein, je ne reviens pas évidemment à l'analyse de Weber, hein, le professionnel de la politique, c'est celui qui vit de et pour la politique. Est-ce que ce modèle de professionnalisation, il s'applique au niveau local et dans quelle mesure? Et en fait, les questions que je vais me poser, et après il y a la question évidemment dans la professionnalisation très importante du temps passé dans l'activité politique. Hein. L'investissement en temps est un indice de la professionnalisation. Hein. Être un professionnel de la politique, c'est consacrer l'essentiel de son temps. Hein. Et donc derrière ces questions, il y a des questions de statut, de questions de rémunération qu'on aborde, hein, qui sont très importantes. Hein. Est-ce qu'on vit de la politique? On en vit de quelle manière? Et autour de quel statut, hein, un métier ou une profession, c'est aussi, il y a un aspect réglementaire. Hein. J'ajouterais, il y a une dernière dimension de la professionnalisation, c'est aussi la dimension corporative. Un métier est défini et régulé par des règles corporatives. Hein. Ça, je ne le traiterai pas, mais par exemple, c'est très intéressant de travailler sur les associations d'élus, etc. Bon, par ailleurs, on a commencé... on a eu avec un groupe de collègues une ANR sur les élus et l'argent. On a commencé une enquête sur les élus et l'argent, les élus et la rémunération des élus, parce que c'est une question absolument pas traitée en France, mais pas du tout, il n'y a rien du tout. Il y a une espèce de tabou sur cette question qui nous apparaît absolument essentielle. Et donc on a commencé depuis 6 mois à travailler, une dizaine de chercheurs, à la question des indemnités, des débats autour des indemnités, dans toutes les strates des élus. Bien. Alors, pendant longtemps, en fait, l'idée d'un métier politique local, au moins en France, était complètement tabou, parce qu'il y avait une idéologie du désintérêt des élus, très très marquée, et même une rhétorique du bénévolat, une mythologie un peu de l'amateurisme républicain, qui faisait que la politique locale était conçue essentiellement sous la mode de l'engagement. Hein. Or, aujourd'hui, cette mythologie ne tient plus, elle ne tient plus, d'ailleurs c'est très intéressant, les élus eux-mêmes revendiquent de plus en plus qu'ils ont un métier à travers le local. Cette revendication de technicité et d'avoir un métier à travers les politiques locales est de plus en plus assumée par les titulaires de fonctions électives. Et alors, pourquoi il y a bien professionnalisation? Eh bien parce qu'il y a une montée en compétences des élus, une montée en compétences techniques des élus liée à la complexification de l'action publique locale, hein, le fait qu'aujourd'hui les élus sont de plus en plus
je vais y revenir, se donnent à voir comme des décideurs, des entrepreneurs de politique publique. Il y a un autre phénomène que je vais évoquer, il y a une sélectivité sociale de plus en plus forte des élites. Hein, donc là, c'est la question de l'articulation entre qui sont les élites et que font-ils. Hein, notre souci en bon sociologue, c'est évidemment d'articuler les deux. Hein. On ne peut pas comprendre ce que font les élus sans comprendre ce qu'ils sont et leur trajectoire sociale. Et donc, ce qui apparaît fortement, c'est en France, mais ailleurs, hein, très clairement en Europe, dans les enquêtes quantitatives dont on dispose, c'est la montée des diplômés et la baisse des catégories populaires dans les élites locales, alors que précédemment, elles pouvaient être plus représentatives que des élites nationales. Alors, évidemment, toutes ces questions de professionnalisation, il faut les aborder avec beaucoup de prudence, parce que d'abord, en France, il y a 500 000 élus locaux. Il y a 500 000 élus locaux si on agrège tous les types d'élus. Hein. Sur les 500 000, il y a 90% de conseillers municipaux. Et parmi ces 500 000 élus, on estime qu'il y a 20 000 professionnels de la politique. Hein, c'est-à-dire la part de ce qu'on peut appeler les professionnels dans cette masse considérable d'élus locaux reste minime. Hein, donc, quand on dit les élus locaux, ça n'a pas beaucoup de sens de parler d'une professionnalisation. Ils ne sont pas touchés de la même manière par la professionnalisation, et seuls 20 000 élus sur les 500 000 se consacrent complètement à cette question et en vivent. Hein, c'est-à-dire, je le répète, ils consacrent du temps et en tirent un revenu. Bon, donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, évidemment, mais j'insiste pas beaucoup, il faudrait fortement nuancer selon les systèmes politiques locaux. Hein, il y a beaucoup de différences, même s'il y a quand même une tendance à la professionnalisation dans la plupart des systèmes européens, notamment à travers une thématique qui est récurrente dans la littérature, qui est le renforcement des leaderships locaux. Hein, c'est-à-dire la personnalisation du pouvoir local progresse, un peu d'ailleurs sur le mode français. Hein, les maires et les exécutifs sont de plus en plus élus directement par les citoyens, et on a donc une professionnalisation incontestable du métier local au-delà du cas français. Alors, je vais aborder 4 points, 4 questions. Je vais en fait revenir sur un peu brièvement la sociographie des élus locaux. Qui sont les élus locaux, hein, en montrant qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui tendent vers une professionnalisation. Si on entend par professionnalisation le fait que c'est un groupe, les élus locaux, qui tend à s'homogénéiser socialement, hein, c'est-à-dire qu'ils présentent des caractéristiques sociales plus homogènes que par le passé. Ensuite, j'évoquerai le fait que, et c'est un premier paradoxe, même si la sociologie de ces élus locaux change, leur forme de légitimation, les formes de légitimité qu'ils mobilisent, tendent à être relativement encore traditionnelles. Hein. Donc ça, c'est une des thèses qu'on défend dans notre bouquin, je pense, par rapport à d'autres littératures. C'est l'idée que le métier local traditionnel, à l'ancienne, je dirais bien, je dirais, perdure toujours aujourd'hui. C'est-à-dire les élus restent des élus du territoire et mobilisent des formes de proximité ou de médiation traditionnelle qui n'ont pas disparu. Et ils sont toujours aussi dépendants des partis politiques. Néanmoins, et donc ça sera mon troisième point, de nouvelles formes de légitimation que certains auteurs ont appelé légitimation par les outputs, donc par les politiques publiques, ont émergé. Et donc, on voit émerger ce que certains appellent des leaders, ce que d'autres appellent des technotables, c'est-à-dire des profils d'élus beaucoup plus techniciens, beaucoup plus impliqués dans l'action publique, en dépit des formes traditionnelles qu'ils occupent. Et donc là, je vais développer mon cadre théorique aussi, qui est un cadre théorique centré autour de la notion de rôle. Hein, de notion de rôle, ça fait longtemps que je développe ça dans mes travaux, notamment les travaux que j'avais faits sur Martine Aubry à Lille. C'est l'idée que le métier politique, c'est l'articulation de rôles contradictoires, et la notion de rôle, qui est une notion bien connue en sociologie, me paraît tout à fait utile pour mener une analyse interactionniste, ethnographique du métier politique, sensible en fait à des phénomènes de prescription, à l'idée qu'il y ait des modèles comportementaux de référence, et que finalement les élus font à la fois tous à peu près la même chose, mais en même temps
obéissent à des logiques de rôle qui sont spécifiquement territoriales. Hein, c'est-à-dire, le maire à Bordeaux n'est pas le même maire qu'à Nancy, n'est pas le même maire que dans un petit village ou une ville moyenne. Donc il y a des configurations territoriales qui définissent des attentes spécifiques. Et puis, pour terminer, s'il me reste un peu de temps, je relativiserai la contribution des élus à l'action publique. Hein. Donc ça, c'est aussi, alors ça c'est un petit peu le domaine de recherche privilégié d'Anne-Cécile Douillet. Hein, c'est l'idée que finalement, il ne faut pas prendre au pied de la lettre cette vision du maire entrepreneur ou du maire décideur. Dans les faits, le maire ou l'élu local a une contribution parfois assez latérale à l'action publique, même s'il met en scène alors qu'il met en scène finalement une contribution qui serait forte à cette action publique. Alors, donc premier point, un petit peu, qui sont les élus, les nouveaux profils d'élus, et finalement l'idée de l'élu comme, enfin les élus locaux comme roue sociale autonome. Hein. Ce qui est frappant, c'est que on a en fait, pendant longtemps, hein, je vais forcer un petit peu le trait, mais dans les travaux dont on bénéficiait historiquement en France, il y avait l'idée qu'il y avait une certaine diversité sociale des élites locales, et que finalement, les élites locales étaient relativement à l'image de la population. Hein. En tout cas, par exemple, il y avait un certain nombre de professions qui étaient surreprésentées chez les élites locales et qui n'étaient pas forcément dans les élites nationales. Alors, je pense en France aux agriculteurs, je pense aux professions libérales, alors même si ça c'était le cas chez les parlementaires, mais par exemple au poids des médecins, aux élites traditionnelles notabilières ancrées localement, ou par exemple, alors ça c'est aussi très intéressant, pour le PS, le cas des enseignants. Hein. En France, il y avait une domination des enseignants. Hein. Philippe Garot, dans son travail de thèse, démontre ainsi, par exemple, dans les années 80, il y a 25% des maires qui sont des enseignants dans les villes moyennes. Hein. Or, qu'est-ce qui se passe? On constate, alors là on a un certain nombre de travaux récents en France tout à fait intéressants, notamment les travaux de Michel Quebel sur les maires et les adjoints, et les travaux de Luc Rouban qui a fait une enquête statistique sur les deux dernières municipales, en fait qui montre la relative l'homogénéisation croissante des élus autour de quelques figures que sont le fonctionnaire territorial, le collaborateur d'élu et les diplômés. Hein, c'est-à-dire que globalement, je vais vite, hein, mais on a une sociologie des élus qui va perdre sa diversité, un déclin très fort des professions agricoles dans les villages. Hein, et là, c'est très intéressant, il y a les travaux en milieu rural de Sébastien Vignon, hein, qui est un collègue d'Amiens qui travaille beaucoup sur l'intercommunalité en milieu rural, et qui montre que, hein, c'est ce qu'il appelle une nouvelle noblesse locale intercommunale, donc je vous rappelle, hein, l'intercommunalité en France, hein, c'est des regroupements de communes. Hein. La caractéristique du modèle territorial français, c'est qu'on n'a pas réussi à supprimer les communes, hein, à la différence de pays comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne. Et donc on a additionné un niveau institutionnel, l'intercommunalité, qui s'est énormément développée, avec 4 niveaux aujourd'hui d'intercommunalité, hein, communauté de communes, communauté d'agglo, communauté urbaine et métropole. Et donc on voit se développer un nouveau circuit d'élite locale, intercommunale, et même au niveau rural, on voit une technicisation d'élus, d'exécutifs intercommunaux qui sont de moins en moins à l'image des populations locales. Alors, peut-être, donc le poids des diplômés, donc ça c'est fortement mis en avant par l'enquête de Luc Rouban, hein. Les diplômés du supérieur aujourd'hui sont très largement majoritaires chez les élites locales. Le poids des fonctionnaires renforcés par rapport au passé, et tout particulièrement les fonctionnaires territoriaux. Donc ça c'est aussi une évolution qui traduit une forme de professionnalisation, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui pour être maire très souvent il faut avoir été auparavant fonctionnaire territorial. Vous avez d'ailleurs une population de maires qui se développe en France, c'est des maires fonctionnaires territoriaux de petites communes. C'est-à-dire des maires qui sont maires dans une petite commune de 3000 habitants parallèlement à une activité de fonctionnaire territorial. Et donc ça traduit bien une technicisation en fait, hein, du métier. Au fond, l'ancrage local devient moins un attribut d'éligibilité pour être élu que finalement la maîtrise et la connaissance des compétences locales. Hein. Le coût d'entrée dans la profession d'élu local étant
plus élevée que par le passé, parce que c'est plus complexe aujourd'hui, évidemment, d'occuper ce type de position. Bon, alors vous avez de manière assez connexe de cette évolution, donc de cette fonctionnalisation des élites locales, d'ailleurs qu'on observe à droite comme à gauche, hein, plus à gauche mais aussi à droite. Vous avez un phénomène qui a bien été identifié lors des dernières élections municipales, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de collaborateurs d'élus qui deviennent élus. Hein. Par exemple, on a observé dans un certain nombre de villes, dans une trentaine de villes de plus de 30 000 habitants dernière élection municipale, que le directeur de cabinet du maire sortant devient maire, en fait. C'est-à-dire que donc c'est alors ce type de cursus honorum est tout à fait observé dans d'autres fonctions, hein, notamment les fonctions parlementaires. Hein. Bon, il a été assez bien documenté. On a récemment, dans la collection que je dirige au Presse universitaire de Lille, on a dirigé un ouvrage sur les collaborateurs d'élus, où on montre l'importance croissante que prennent ces collaborateurs dans les fonctions locales. Mais là, c'est une évolution assez majeure. C'est-à-dire de devenir directeur de cabinet et directement maire. Là, on est sur une technocratisation assez nette, en fait, des élites locales. Bon, si vous prenez, par exemple, pour exemplifier un peu, les maires de Nantes et de Rennes, hein, qui sont deux villes aujourd'hui socialistes, elles ont un profil tout à fait similaire, hein, Nathalie Apparet et Johanna Roland. Elles sont passées par des IEP, donc des instituts d'études politiques. Elles ont été fonctionnaires territoriales, collaborateurs d'élus. Hein, Johanna Roland était en fait l'assistante parlementaire de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre et maire de Nantes, et ensuite elle devient maire. Et donc on a un recrutement de plus en plus endogamique des élites locales qui relève tout à fait du modèle de la professionnalisation. Hein, donc là, on a professionnalisation dans la mesure où le vivier de recrutement des élites locales devient bien un entre-soi d'auxiliaires politiques, sachant que ces auxiliaires politiques occupent des positions politiques type secrétaire de section d'une section PS au niveau local, etc. Bon. Par ailleurs, autre évolution alors, sur lesquelles moi j'ai beaucoup travaillé parallèlement, c'est le déclin des enseignants politiques. Alors ça c'est un sujet vraiment qui m'a passionné, notamment au PS, hein, c'est-à-dire que le collaborateur d'élu s'est substitué à l'enseignant comme figure modale de l'élu socialiste. Alors ça renvoie à toute une série de phénomènes vachement intéressants qui renvoient aux transformations du métier d'enseignant, à la dévalorisation symbolique du métier d'enseignant. Hein. Le fait que, par exemple, le capital politique qui était attaché à un enseignant était beaucoup plus important il y a 20 ans qu'aujourd'hui, à la déterritorialisation aussi de l'activité enseignante, etc. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que les enseignants étaient quand même au PS une profession qui faisait le lien avec la population locale, hein, et qui était souvent, d'abord socialement, venait souvent des milieux populaires dans la génération des enseignants des années 70, alors qu'aujourd'hui il y a un embourgeoisement des enseignants, hein, et un déclassement en même temps, embourgeoisement au sens où ils viennent de milieux sociaux moins populaires que par le passé, déclassement au sens où il y a un déclassement statutaire, symbolique, professionnel, où les enseignants ont un capital social de manière générale plus faible. Bon, alors, cette professionnalisation, en France, toujours dans ce premier plan sur le groupe, aujourd'hui, alors en France, elle ne s'est pas manifestée par un statut d'élu local plus affirmé. Alors ça c'est une espèce d'hypocrisie un petit peu de la situation française, c'est-à-dire que de fait, les élus sont des professionnels, mais il y a une répugnance en fait à parler d'un statut d'élu, et il n'y a pas, alors il y a des dispositions statutaires autour du statut d'élu, mais il n'y a pas un statut d'élu à proprement parler, hein, comme c'est globalement le cas en Allemagne, par exemple. Hein, en Allemagne, où il y a une quasi-fonctionnalisation des élus locaux. Bon, par ailleurs, pour terminer juste sur ce point, ce qui est très intéressant en France, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question du cumul des mandats. Hein, la question du cumul des mandats, c'est un élément essentiel de professionnalisation. Pourquoi ? Parce que pourquoi le cumul des mandats participe de la professionnalisation ? Le cumul des mandats est un cumul d'indemnités. Donc, en cumulant, on vit plus facilement pour la politique et de la politique, et donc on peut se permettre d'arrêter son activité professionnelle annexe. Hein, voilà. Ensuite, évidemment, en France, le cumul des mandats, très largement pratiqué jusqu'aujourd'hui, mais je vais revenir sur la transformation de la situation actuelle, hein, pour donner une idée.
dans les 3 dernières législatures, 85% des députés cumulaient leur mandat de parlementaire avec un mandat local, hein, et pour 50% maire. Donc le député maire, c'était 50% des parlementaires. Les sénateurs étaient présidents de conseils régionaux, présidents de conseils départementaux, et donc il y avait une articulation très forte entre l'arène politique centrale et les arènes politiques locales. Et évidemment, pourquoi c'est un élément de professionnalisation? Parce que cumuler les mandats, et c'est plus important à mon avis que le cumul des indemnités, ça permet de rester dans le jeu. On perd un mandat, on garde un mandat et donc on peut reconquérir d'autres mandats. Hein. C'est ce qui explique en France très largement la longévité élective des élus. Hein. En France, vous savez, quand un Premier ministre démissionne, ben, il redevient maire, et quand on regarde par exemple le maire de Lille ou le maire de Bordeaux, Alain Juppé ou Martine Aubry, toute la longueur de leur carrière s'explique par le fait qu'ils se sont rabattus sur une position locale, parce qu'ils cumulaient des positions locales et nationales. Alors, ce cumul aujourd'hui est en train... alors on vit beaucoup de transformations très fortes en France, hein, avec ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles et législatives, un très fort renouvellement parlementaire, mais à ce renouvellement parlementaire s'ajoute un phénomène qui est la fin du cumul des mandats, hein, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible désormais, depuis 2017, de cumuler un poste de parlementaire avec un poste de membre d'un exécutif local. Hein, donc on ne peut plus être député maire, on ne peut plus être député président de conseil général ou président de conseil régional. Par contre, on peut rester député et conseiller municipal, député et conseiller général, député et conseiller départemental, député et conseiller régional. Donc, mais il n'en reste pas moins que le périmètre du cumul s'est fortement rétréci. Donc ça va être évidemment très intéressant dans l'analyse du pouvoir local, et on est en train de le faire avec un groupe autour de Guillaume Marel. On est en train de voir quand les élus ont eu la possibilité de choisir, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce qu'ils ont choisi leur position de député ou leur position de maire? Alors de fait, ils n'ont pas eu beaucoup à choisir, parce qu'ils ont tellement perdu de position que la limitation du cumul s'est fait tout seul, en fait. Bon, alors j'en viens au deuxième point. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'en dépit de ces transformations sociologiques, du métier comme groupe social, finalement le métier comme ensemble de pratiques présente en France présente beaucoup de permanence. Hein, donc, alors là j'en viens peut-être à qu'est-ce que ça signifie de parler de métier. Donc là je ne parle pas d'être du métier, mais d'avoir du métier, hein, pour reprendre la distinction que Jacques Lagroix avait fait en son temps dans un article de politique sur le métier politique. Donc, être du métier, c'est appartenir au groupe des élus locaux. Avoir du métier, c'est insister finalement sur les savoir-faire, les compétences en situation que mobilisent les élus. Et c'est vrai qu'en France, par rapport je pense à la littérature anglo-saxonne, on s'est beaucoup spécialisé sur cette question-là, je trouve. Hein. J'avais cherché, au moment, quand j'avais fait le manuel, des travaux un peu équivalents. Il n'y en a pas beaucoup. C'est s'intéresser à ce que font les élus, leurs pratiques, par une observation ethnographique, par des entretiens, hein, c'est-à-dire leurs pratiques de médiation, leurs pratiques de représentation, en France qui sont très fortes. Hein. Je pense aussi que c'est pas un hasard qu'en France on s'intéresse beaucoup à ça, c'est aussi parce que les élus, il y a toute une symbolique de représentation très très forte des élus. Les élus sont fortement mis en scène à travers la communication, à travers un travail de terrain, hein, pour prendre une catégorie indigène des élus très utilisée. Voilà. Bon, alors, pendant longtemps, on ne parlait pas de métier, on parlait de notable. Hein, et donc, pendant longtemps, mais je vais être assez rapide, la notion analytique centrale pour étudier les élus, c'était la notabilité. Le problème, c'est que cette notion, hein, la notion de notable, c'est une espèce de signifiant qui est devenu un peu flottant, ça ne veut plus dire grand-chose. Au départ, le notable, c'était la notabilité, c'est la conversion d'un capital social en capital politique, hein, au XIXe siècle. Ça renvoyait effectivement au poids des professions libérales et des indépendants. Dans le modèle sociologique de la sociologie des organisations des années 70, hein, travaux très importants de Grémion, de Jean-Pierre Worms, le notable, c'était un médiateur, un courtier entre le local et le national. Hein. Donc un local, c'était celui qui allait chercher des ressources au niveau national
pour les convertir en ressources d'action publique, hein, cette dimension de courtage n'ayant pas disparu, hein, c'est-à-dire que concrètement, voilà, je le lisais dans la presse ce matin, par exemple, à Lille, Martine Aubry a voulu faire venir l'Agence européenne du médicament. Elle a beaucoup œuvré pour faire du lobbying auprès du pouvoir central, ça n'a pas marché. Bon, d'ailleurs, elle a dit que c'était la faute à Macron. Mais concrètement, donc typiquement, les maires cherchent encore à obtenir, par leurs réseaux nationaux, un certain nombre de ressources d'action publique. Mais finalement, la notabilité, la notion de notable a fini par devenir une notion un peu écran, un mot tiroir qui ne veut plus rien dire, qui veut dire longévité lective, qui veut dire cumulant. Et donc, à mon avis, alors là où je pense que la notion de notable est utile, c'est que très clairement, c'est l'idée que les élus cherchent à se notabiliser au sens où ils cherchent à attacher leur nom à un territoire et ils cherchent en fait à réduire la concurrence politique sur ce territoire. Hein. Ça c'est clair. Et les notables, la figure du notable, c'est la figure d'un élu qui fédère, qui neutralise les oppositions. Donc ça peut être intéressant. Alors il y a une autre notion qui a beaucoup été utilisée, c'est la notion de leader ou de leadership, hein, qui a été utilisée notamment dans un certain nombre de travaux, et notamment les travaux de Gilles Pinson, hein, sur les projets urbains, qui utilisent beaucoup cette notion. Alors, moi je suis plutôt, avec Frédéric Savicki, on est plutôt critique sur cette notion, notamment parce que, même si on peut aborder l'idée de leadership collectif, à mon avis, elle tombe dans une posture qui est trop héroïsante de l'action publique, même si effectivement les phénomènes de leadership existent, finalement, le leadership ne nous dit rien des pratiques concrètes des élus. Hein. Qu'est-ce que font les élus? La notion de métier paraît plus intéressante. Et donc, la notion de métier, on a aussi des ressources, j'allais dire, conceptuelles très riches, parce que la sociologie du métier et des professions, c'est un cadre théorique très ancien, hein, qu'on peut utiliser. Bon. Alors, surtout si on l'articule à la notion de rôle, hein, donc qui a été très développée en France par Jacques Lagroix, par la sociologie des institutions. L'idée de rôle étant l'idée que un rôle, c'est un modèle de comportement lié à l'occupation d'une position institutionnelle. C'est par les rôles que les institutions prennent corps et chair, et donc les institutions existent à travers des rôles, ces rôles étant codifiés par des attentes, alors qui ne sont pas juridiques seulement, hein, c'est-à-dire le maire, il a un certain nombre il obéit à des logiques de comportement qui évidemment renvoient à ses compétences, mais pas simplement. Hein. Finalement, si on prend par exemple la figure du maire proche en France, hein, c'est-à-dire le maire partout dans les manifestations, elle n'est pas inscrite dans la loi, elle est inscrite dans des mentalités, dans des coutumes, dans des habitudes qui donc s'objectivent dans des rôles. Alors, si on essaie maintenant de cartographier un peu les rôles, il y a 3 types de rôles que doivent épouser les élus qui sont liés à des exigences et des attentes. Il y a les rôles qui renvoient au territoire, hein, à l'ancrage dans le territoire. Les élus sont les représentants d'un territoire, donc ils doivent figurer, représenter, incarner. Donc là, c'est tout ce qui renvoie au travail de proximité des élus, au travail de terrain, hein, et ça en France c'est extrêmement important, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un élu. Alors ça, bon, je vais revenir aux agendas. Donc ça c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que l'élu, souvent c'est le membre d'un parti politique, hein, et donc il doit gérer son identité partisane, il doit gérer des attentes par rapport aux militants qui l'ont désigné comme élu, hein, deuxième dimension. Et troisième rôle, c'est l'élu donc qui produit de l'action publique, hein, qui est aujourd'hui un élu entrepreneur, l'homme de projet, l'homme de dossier, investi dans l'action publique. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 rôles sont très difficiles à articuler. Ils sont très difficiles à articuler pour 2 raisons. D'abord, ils sont très difficiles à articuler en termes d'emploi du temps. Et donc ça a été un de mes objets de recherche ces dernières années, et je continue à travailler là-dessus, notamment avec mes étudiants en M2, travailler sur les agendas des élus. Hein, ça, c'est une source très précieuse. Hein, donc concrètement, comment j'en procède? Je demande à des élus qui acceptent, hein, ils n'acceptent pas tous de le faire, de reproduire 2 mois d'agenda. Hein, je fais une analyse quantitative
du temps qu'ils consacrent à tel ou tel type d'activité, et je complète ces entretiens, parce que tout n'est pas dans l'agenda, évidemment, papier, par des entretiens des entretiens approfondis avec les collaborateurs d'élus, ceux qui fabriquent l'agenda, et les élus eux-mêmes. Et ça donne une très bonne idée de la difficulté qu'ont les élus à articuler toutes ces exigences, hein. Concrètement, être présent dans la réunion de leur parti, être investi dans les dossiers pour faire avancer l'action publique sur leur territoire, donc tout ça renvoyant à des périodes de la journée différentes, être dans les instances institutionnelles, parce qu'il y a des plénières, il faut siéger, etc. Et puis être sur le terrain, alors ça c'est une activité, hein, notamment qui occupe énormément les élus le week-end, hein, le soir, hein, et bon, c'est assez frappant hein, quand on regarde aujourd'hui un maire, un député maire, il passe 90... On se rend compte sur l'emploi du temps, c'est 80-90 heures. Hein. C'est-à-dire que 90 heures, et qu'en gros, il travaille tout le temps, et notamment le week-end. C'est-à-dire que quand les gens ne travaillent pas, lui, il travaille, hein, et il est, en France, tenu à être présent hein, sur le terrain. Hein. C'est-à-dire que s'il n'est pas sur le terrain, on va dire qu'il c'est un méchant technocrate, qu'il est un homme de dossier hautain, et donc cette dimension d'incarnation en France reste très très forte. Hein. Je pourrais prendre le cas de Martine Aubry à Lille, sur lequel j'ai beaucoup bossé, mais l'élu doit être l'élu du territoire. L'élu et donc il y a tout un ensemble de contradictions de rôles qui naissent de l'articulation entre ces rôles. L'élu, si je pourrais prendre aussi la dimension partisane. En France, il y a une espèce de tension chez les élus locaux entre, d'un côté, le fait qu'ils sont de plus en plus membres d'un parti politique, et qu'en fait, les partis politiques ont accru leur emprise sur le local depuis les années 70. Hein. Donc ça, c'est Gaxi et Lehain qui l'avaient montré dans Enjeux municipaux. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, quand on regarde, même dans les petites communes, il n'y a plus d'élus qui n'appartiennent pas à des partis. Pour autant, en dépit de ce poids des partis politiques, les élus tiennent un discours largement apolitique, en fait. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas, quand on est élu, apparaître comme trop clivant et tenir un discours qui est trop marqué politiquement. Et de ce point de vue-là, c'est aussi intéressant. Ce qu'on appelait avant le socialisme municipal, le communisme municipal, a très largement décliné. Et aujourd'hui, sauf certaines villes, mais globalement, le maire de Lyon, Gérard Collomb, quand il était encore en PS, fait exactement la même chose que le maire de Bordeaux, et pas très très loin du maire de Lille socialiste. Donc la difficulté des élus, c'est à la fois d'endosser, d'être dans l'apolitisme, tout en devant gérer une carrière nationale partisane, etc. Bon, alors, donc ce qu'on peut dire, c'est que donc il y a deux registres traditionnels de légitimation des élus, que sont le territoire et le parti, l'ancrage partisan, qui n'ont pas du tout disparu. Et donc le paradoxe, c'est que finalement, le profil sociologique des élus change, mais ces deux rôles traditionnels restent prégnants. Donc là, par exemple, j'ai un point de désaccord en fait avec Gilles Pinson, que j'explicite dans l'ouvrage, c'est que Gilles Pinson a tendance, à mon sens, à méconnaître cette dimension. C'est-à-dire qu'il a tendance à prendre au pied de la lettre cette nouvelle figure de l'élu décideur. Hein, alors, il y a des choses que je partage dans son analyse, c'est qu'aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sera la conclusion de mon intervention, les élus locaux ont une vision de plus en plus floue des sociétés locales. Hein, c'est-à-dire que, globalement, la structuration des forces sociales locales est peut-être moins forte qu'avant, et donc la tentation des élus, c'est finalement de jouer la carte de l'action publique plus que de l'ancrage territorial, parce que leur réseau, en fait, la notion de réseau sociopolitique s'est affaiblie sans doute. C'est assez incontestable. On ne peut plus, hein, dans les années 70 et 80, on pouvait identifier les réseaux centraux ce que avait fait par exemple Jacques Lagroix sur Chaban-Delmas à Bordeaux. On pouvait bien identifier des réseaux. Aujourd'hui, ces réseaux, très largement, se sont affaiblis. Et c'est clair que les élus, du coup, investissent plus dans l'action publique. Et donc, j'en viens à mon troisième point. Effectivement, aujourd'hui, les élus se donnent à voir comme des décideurs. Hein, et leur implication dans l'action publique est fortement mise en scène. Alors là, on a beaucoup tout se passe comme si ils ne pouvaient pas ne rien faire. Et on a même, dans les villes, une espèce de principe que l'élu s'investit dans tous azimuts, dans tous les champs de l'action publique. Hein, voilà, ce qui fait, et les élus en France se sont beaucoup appuyés sur une caractéristique juridique des compétences, c'est la clause générale de compétences. Hein, les maires en France peuvent agir
dans tous les domaines qui le souhaitent, y compris d'ailleurs les conseils régionaux et les conseils départementaux, même si cette clause a été réduite. Et donc, on cite dans un de nos chapitres, à propos des maires italiens, Annick Magnier évoque ainsi, à propos des maires, elle dit « an anxious desire to get something done », c'est-à-dire que il faut agir, en fait. Il y a une contrainte d'action. Il y a une contrainte d'action et d'activisme sur le plan de l'action publique qui fait que les élus, effectivement, investissent beaucoup plus dans l'action publique que précédemment. Donc c'est ce que Sharps appelle donc la légitimation par les outputs, par les politiques publiques. Ils cherchent à se doter de technostructures locales étant capables d'agir, et ils ont une contrainte d'action, de développement local, etc. Bon, alors, la question, c'est de savoir... donc, effectivement, ils ont eu aussi des ressources nouvelles. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les politiques, donc ça, l'analyse des politiques publiques locales le montre très bien. Hein. On a une diversification, une complexification des politiques territoriales, même si le modèle de la gouvernance, hein, par opposition au modèle du gouvernement local, tend à diluer la place des élus, hein, puisque la logique de gouvernance, elle donne aux élus une posture qui est une posture d'intermédiateur. Hein. La gouvernance, c'est un jeu de l'action publique plus collégiale, plus partenariale, plus négociée, et au fond, les élus cherchent plus à être médiateurs entre des acteurs publics et privés que agir sur le mode du gouvernement, hein, qui est un modèle où ils ont un pouvoir plus direct. Alors, donc, il faut prendre en compte cette dimension décisionnelle des élus, hein, effectivement, hein, qui apparaît par exemple dans les emplois du temps. Hein. Ce qu'on voit dans les emplois du temps, c'est effectivement les élus s'impliquent dans le travail de dossier, lisent les dossiers, participent à tout un ensemble de rituels d'action publique ou de réunions d'action publique. Et on voit par exemple que, effectivement, dans les grandes villes, hein, le trio directeur de cabinet, maire, DGS, voire élargi aux adjoints ayant les compétences les plus centrales, devient un peu le milieu décisionnel local, hein, et impulse un certain nombre de décisions. Alors pour autant, et donc ça les travaux d'Anne-Cécile le montrent bien, en fait, très souvent, les élus sont pris dans des décisions plus qu'ils ne les prennent, en fait. Hein. Et au fond, de la même manière que vous savez bien, enfin, la littérature sur la décision en politique publique tend à minorer et à déconstruire, enfin, à minorer la figure du décideur ou à déconstruire le mythe d'ailleurs de la décision, ben, les analyses sur le pouvoir local vont montrer que finalement, les élus endossent des décisions beaucoup plus qu'ils ne les prennent directement. Hein. Et donc, en fait, ce que les élus cherchent à développer, c'est ce que Christian Lebar appelle une symbolique décisionnelle ou une posture décisionnelle. Hein. On veut apparaître comme décideur parce qu'il y a une forte personnalisation du pouvoir municipal, notamment, et on trouve la même personnalisation, par exemple, dans les départements ou les régions. Hein. Certains même parlent de logique de présidentialisme local, et donc du coup, il y a des attentes très fortes de changement qui pèsent sur les élus. Alors, plus précisément, Christian Lebar, et j'aime beaucoup cette distinction, il distingue des stratégies d'auto-imputation et des stratégies d'orchestration. Hein, les stratégies d'auto-imputation, c'est s'imputer des décisions dans lesquelles on a pris une part faible, hein, mais on va s'imputer, s'auto-imputer la décision. De la même manière, par exemple, donc ça c'est ce que Lebar appelle l'hétéro-imputation, c'est qu'on va chercher, lorsqu'on ne veut pas se voir attribuer un échec ou un problème, on va l'imputer sur d'autres pouvoirs. Alors évidemment, en France, la multiplication des pouvoirs locaux rend ces phénomènes très aisés à mobiliser par les élus. Comme on ne sait pas trop qui fait quoi, bah, on peut s'approprier un bout d'un système de cofinancement croisé, où finalement on peut dire que c'est un autre qui a agi ou mal agi, puisqu'en fait aujourd'hui, on le sait très bien, les Français ont beaucoup de mal en fait à comprendre qui fait quoi, et donc finalement cette situation de baroquisme institutionnel en France, de complexité territoriale, est très fonctionnelle pour les élus. Hein, les élus, ça leur permet
de créer de l'auto-imputation, de s'arroger des bouts de politique publique, ou inversement de ne pas endosser le blâme, hein, ou d'imputer le blâme à d'autres. Bon. Les stratégies d'orchestration, alors là, c'est autre chose. C'est l'idée que finalement, l'élu va se poser en animateur coordinateur d'un certain nombre de projets, de facilitateur, alors qu'il n'agit pas directement sur ces options. Bon, alors, si on est maintenant un peu plus précis sur qu'est-ce que font les élus dans l'action publique, parce qu'ils font des choses, hein, évidemment ils agissent. Alors, ils agissent à la fois comme courtiers et comme généralistes, hein, ou parfois spécialistes. Donc, courtier, généraliste ou spécialiste. Courtier, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est aller chercher ailleurs des ressources. Généraliste, ben, ils ont une posture qui est de mettre en forme un projet global de territoire alors qu'ils ne sont pas investis dans tel ou tel secteur et qu'ils ont des adjoints qui se spécialisent dans tel ou tel secteur. Et logique de spécialiste parce que, ça c'est une autre logique, par le biais du cumul, les maires ou les élus sont aussi des... Il ne faut pas évoquer que les maires, hein, il y a par exemple ce qu'on appelle les vice-présidents de conseil départemental, de conseil régional, et vous avez des spécialistes de certains domaines dans les régions ou départements. Et donc là, il se constitue bien des expertises propres. Alors, ils ont aussi une activité de facilitateur, une activité discursive. Hein, et donc, on sait bien hein, maintenant que l'action publique, c'est aussi du discours. Hein, l'action publique, il faut prendre au sérieux la dimension discursive de l'action publique. Et j'allais dire, c'est tout particulièrement le cas pour les élus, hein, qui au fond sont des producteurs de discours d'action publique, hein, à travers les discours qu'ils tiennent, la communication qu'ils poursuivent, beaucoup plus que des acteurs directs. Alors, quand on s'intéresse maintenant plus précisément à qu'est-ce que font concrètement les élus, en général, ils interviennent plutôt en amont de la décision, hein, ils définissent les cadres d'intervention publique, hein, donc c'est ce qu'on appelle la dimension constitutive des dispositifs d'action publique. Ils interviennent assez peu au milieu de l'action publique, c'est-à-dire dans sa mise en œuvre, ou alors pour porter les projets politiques, et puis ils interviennent à la fin de l'action publique pour l'endosser, pour inaugurer des dispositifs, pour inaugurer des équipements. Voilà. Alors, je voudrais conclure peut-être en partant d'un paradoxe qui est celui des dernières élections municipales de 2014. Hein, et relire un petit peu tout ce que je vous ai dit précédemment à l'aune de ces élections municipales. Alors ces élections municipales, elles ont été assez exceptionnelles en France en 2014 parce que elles ont marqué un très fort renouvellement local. Et ça a été une débâcle pour le Parti Socialiste, hein, aux dernières élections municipales, et un peu j'allais dire, pas à son corps défendant, mais ça a beaucoup surpris la droite. La droite a empoché énormément de villes, alors qu'il n'était pas du tout prévu hein, dans beaucoup d'endroits, parce qu'elle accède aux responsabilités. Alors, ce phénomène ayant accentué très fortement la nationalisation des élections locales. Hein. Ce qui est très, très marqué en France, c'est que les élections locales obéissent de moins en moins à des logiques locales. Et les logiques nationales submergent de plus en plus les élections locales. Alors, bon, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Hein, parce que, à mon avis, il y en a trois. D'abord parce que les médias nationalisent les élections locales. Les médias, ça ne les intéresse pas, les pouvoirs locaux, c'est compliqué. C'est beaucoup plus intéressant de dramatiser autour d'une intrigue nationale les élections locales, qui sont très difficiles à traiter, puisqu'il y a 36 000 communes en France. Et donc, du coup, le cadrage médiatique national est privilégié par les médias nationaux. Deuxième remarque, les forces d'opposition nationalisent systématiquement les élections locales. Hein. Donc ça, c'est aussi assez cocasse, parce que quand la droite est dans l'opposition, elle nationalise les élections locales, et elle fait l'inverse quand elle est au pouvoir. Hein. Donc ça, c'est le jeu des élections intermédiaires. Troisième élément, et à mon avis le plus intéressant, c'est que cette nationalisation est d'autant plus forte et donc je vais parler des habitants, des citoyens au niveau local, que je n'ai pas du tout évoqué depuis le début de mon intervention. Les citoyens au niveau local se définissent de moins en moins
par le local, en fait. Hein. Donc ça, c'est une hypothèse que j'essaie de développer dans mes travaux depuis quelques années, c'est l'idée que le capital d'autochtonie des citoyens en France s'affaiblit. La notion de capital d'autochtonie a été définie par Jean-Noël Retière. Les capital d'autochtonie, c'est les ressources liées à l'ancrage localisé. Hein. Par extension, c'est aussi l'attachement au local et finalement la manière dont un individu se définit par le local. Or, cette dimension recule beaucoup. Pourquoi? C'est tout simple, hein, parce qu'il y a des phénomènes de mobilité qui font mobilité professionnelle, résidentielle, loisirs, qui font finalement aujourd'hui, dans le cas d'une société très périurbanisée en France, très urbaine, vous pouvez tout à fait vivre dans une petite commune périurbaine et n'avoir aucune vie locale, ne pas connaître votre maire, et donc finalement du coup, hein, et alors ça c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui il y a un sondage qui est sorti de l'IFOP, qui est assez incroyable, qui montre que les maires en France, on a demandé à un échantillon de Français s'ils connaissaient leur maire, et il y a en moyenne seul un Français sur deux est capable de nommer son maire. Hein. Alors ça peut vous paraître, en France c'est assez édifiant comme chiffre, parce que les maires ne cessent de dire que ce sont des élus proches, connus, visibles, et quand on demande finalement aux Français s'ils connaissent leur maire, qui est de loin l'élu qu'ils connaissent le plus, eh bien ce taux de notoriété n'atteint même pas 50%. Hein. Sur les députés, on est à 40%, alors sur les autres élus, on est à 20%. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce taux de notoriété des maires décline, et j'en reviens aux élections municipales. Aujourd'hui, ce qu'a démontré les dernières élections municipales de 2014, c'est d'abord que la proximité, finalement, le paradoxe, c'est que les maires passent beaucoup de temps sur le terrain et que finalement, cet ancrage local, son rendement électoral est décroissant, finalement. Il y a un décalage entre la constance de l'investissement sur le terrain des élus et le fait que finalement, un maire proche, c'est pas forcément un maire qu'on va réélire pour des raisons qui tiennent au fait qu'il n'est pas finalement si proche que ça et que les citoyens n'ont pas identifié, ou qu'il y a des logiques nationales. De la même manière, et ça c'est peut-être encore plus intéressant, ce qui a beaucoup frappé les observateurs municipaux de 2014 en France, c'est que beaucoup de maires qui avaient des très bons bilans en termes d'action publique ont été battus. C'est-à-dire des maires qui avaient construit, fait plein de réalisations sur leur commune, qui avaient un taux de chômage plutôt bas, qui avaient, etc., et qui finalement n'ont pas été réélus et là encore rattrapés par la logique nationale. Hein. S'ils n'étaient pas du bon parti politique, c'est-à-dire du PS en l'occurrence, eh bien ils ont été battus. Et donc, ce qui est assez frappant, hein, c'est que finalement, les formes de légitimité que j'ai évoquées, aujourd'hui, elles définissent à la fois des croyances de la part des élus. Hein. Il faut agir, il faut avoir un bon bilan, il faut être investi dans l'action publique, hein. Il faut être sur le terrain, il faut faire toutes les manifestations locales, il faut faire des permanences avec les citoyens. Mais que finalement, aujourd'hui, le lien entre les formes de légitimité que mobilisent les élus et leur rendement électoral, et donc la légitimité électorale des élus, il y a une désarticulation entre ces deux phénomènes. Alors, je termine en disant qu'il y a un autre phénomène, évidemment, tout à fait intéressant et inquiétant en France, hein, c'est l'abstention, la montée de l'abstention aux élections locales, hein, notamment dans les quartiers populaires, hein, qui ne me paraît pas complètement étrangère aux transformations sociologiques que j'ai évoquées au départ. Hein. C'est-à-dire, finalement, si les milieux populaires participent, et ça c'est aussi un phénomène qu'on observe dans toute l'Europe, participent de moins en moins aux élections locales, c'est qu'ils trouvent que c'est compliqué, hein, donc il y a un coût d'entrée dans l'intérêt pour la politique locale qui est plus élevé, mais c'est aussi que les élus sont de moins en moins à l'image de la population, et finalement la figure du maire populaire, ancrée dans les luttes locales à gauche, notabilité à droite, eh bien cette figure-là s'affaiblit, et donc ça c'est aussi des conséquences négatives donc, de la professionnalisation politique. Voilà, j'en reste là, et puis j'imagine qu'on va compléter, enfin échanger, en tout cas c'est l'essentiel, je pense que c'est qu'on puisse échanger. Parfait, merci beaucoup d'avoir tenu parfaitement le temps pour cette intervention extrêmement riche. Donc il y a plein d'éléments aussi qui nous interrogent aussi par rapport au cas suisse. Donc il y a, malgré, vous avez mentionné que ce souci peut-être c'était
trop franco-centré, mais je pense qu'il y a quand même d'éléments qui interrogent aussi, et nous interrogent aussi comme chercheurs sur le cas suisse. Je laisse la parole à Oscar Amandoleni pour une dizaine de minutes, 15 minutes. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention vraiment intéressante et aussi riche que le livre, l'ouvrage, même si c'est adressé aux étudiants, est quand même une très bonne santé, je pense, pour les chercheurs. Disons, mon point de vue est celui de quelqu'un qui a un petit peu à cheval entre... j'ai fait quelques années un séminaire avec entretien réalisé par les étudiants auprès des élus locaux ici à Lausanne. Et donc on a lancé avec les collègues cette étude, donc avec la première plutôt entretien approfondi, la deuxième avec cette approche prosopographique plutôt quantitative et historique sur les élus locaux en Suisse. Et donc disons le regard par rapport à cette littérature, à cette présentation est, si vous permettez, ou si tu permets, interne, relativement interne, dans le sens que je trouve que, parce que j'ai beaucoup utilisé la littérature mentionnée, notamment dans le travail avec du qualitatif, j'ai quelques remarques peut-être critiques qui sont un petit peu dans l'optique de relancer peut-être quelques pistes de recherche et qui sont justement, comme tu as mentionné au début, qui ont été laissés un petit peu traîner dans la recherche en France depuis quelques années, qui ont eu un grand bond en avant, un grand développement de les années 70 et 80 notamment. Et c'est donc sur quelques points qui me travaillent et qui nous travaillent aussi dans cette recherche, notamment sur l'évolution des élites politiques locales urbaines en Suisse. La première est un petit peu comment expliquer la professionnalisation, quels sont les processus à l'œuvre. Tu as mentionné, c'est mentionné la question de la transformation, de la complexification des politiques publiques, la question des partis politiques, la compétition politique, le changement des règles politiques, notamment l'avènement du suffrage direct d'élection des maires. Et ça, il me semble, le cœur, un petit peu, après l'intercommunalité qui est propre en France, à ce nouveau système intermédiaire, institutionnel, qui ouvre une nouvelle arène. Je me demande si cette approche qui est quelque part un peu internaliste au champ politique et qui me fait penser un petit peu, pour ceux qui travaillent dans les partis politiques, un petit peu l'opposition entre ceux qui travaillent sur l'organisation et ceux qui essayent de voir les partis plus largement dans la société. J'ai l'impression qu'il y a eu une tendance à reproduire l'idée que puisqu'il devient autonome, les élites politiques deviennent autonomes, on doit aussi appliquer des méthodes d'analyse qui considèrent l'autonomie comme allant de soi. Et je me demande si là-dedans, il n'y aurait pas aussi la place, par exemple, pour essayer de réfléchir comment, par exemple, le monde associatif s'est professionnalisé et qui, en lien à ça, a contribué à changer les règles du jeu. Pas seulement dans le champ politique, mais plus largement dans la société. Le monde associatif, mais peut être aussi le changement dans les processus de recrutement des élites économiques aussi, qui peut aussi jouer. Et puis, il y a un autre aspect qui est passé un petit peu indirectement quand tu as parlé de l'éclat du capital d'autochtonie, et c'est toute la question des transformations territoriales, notamment la question de la gentrification des espaces urbains, qui me semble la grande révolution des 30-40 dernières années dans les pays occidentaux autour des espaces d'agglomération urbains, où on constate effectivement des changements qui, à mon avis, seraient à interroger en relation aussi à la transformation, à la montée de cette nouveau profil de technocrates qui sont socialement très proches là-dessus. Pas des milieux populaires, mais des nouveaux bobos. Et donc je pense que voilà, il y aurait à réfléchir si effectivement on est dans une phase de hiatus progressif entre les électeurs et les élites, ou plutôt en réalité des nouvelles formes de convergence, mais autour d'autres figures qui sont propres, qui sont l'expression d'un changement social profond. Évidemment, là on parle des grandes villes, des espaces urbains. Ça, c'est un petit peu la première question sur comment
comment interpréter, comment rendre compte de ce processus de changement vers une dite professionnalisation politique, en sachant qu'on peut la définir évidemment de façon très différente, et ça c'est évidemment notre question, mais disons comme processus historique. La troisième question, c'est à mon avis une question qui a un peu l'angle mort de toute cette littérature francophone sur les élus locaux. On parle uniquement des exécutifs. On parle uniquement du monde des maires notamment et des exécutifs en particulier. Quelques études évidemment là sur les exécutifs, les conseillers, mais on n'en sait rien sur les 521 661 personnes qui actuellement sont élues dans les législatifs subnationaux, c'est au niveau local, aux différents échelons. J'ai pas trouvé de recherche là-dessus pratiquement. Est-ce que ce monde-là nous dirait peut-être quelque chose de plus sur la professionnalisation du métier politique, parce qu'il y a c'est quand même des élus, peut-être ils ne sont pas si beaux que les autres, ils ne sont pas si, disons, visibles que les autres, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire aussi dans ce monde-là? Pourquoi je pose cette question banale? Parce que à Lausanne, les étudiants qui devaient faire des entretiens ont eu du mal à accéder à la municipalité, des gens très occupés, avec une activité très chronophage, ils sont en plein temps. Alors, quoi faire? Alors on a une centaine de membres législatifs avec qui on peut évidemment interagir. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, mais où est-ce que je trouve une littérature qui m'aide à former les étudiants là-dessus? Et c'est un peu pourquoi ce manque d'intérêt? Est-ce que cela, à ton avis, pourrait être une façon de réarticuler un peu mieux autrement le type de professionnalisation, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même professionnalisation probablement que le même savoir-faire, etc. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce n'est pas du tout intéressant? Est-ce que ça nous dit quelque chose sur le métier politique? Donc c'est un petit peu ces deux, trois questions qui m'ont le plus, disons, interpellé. Par rapport à la présentation, évidemment, il y en a plein d'autres, puisque je ne veux pas prendre trop de temps aussi, parce qu'ici, il y a des collègues qui veulent certainement intervenir, et des étudiants. Je laisse volontiers la parole. Je ne sais pas, notre modérateur, comment il veut fonctionner la discussion. Vous voulez réagir à ces premières... Je peux peut-être... merci beaucoup, parce que je pense que, notamment... la première question, la deuxième question, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, alors du coup je ne peux pas donner forcément beaucoup de réponses, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Oscar, sur la question finalement de la lecture un peu internaliste qu'on peut avoir de la professionnalisation, c'est-à-dire au fond expliquer le politique par le politique et expliquer la professionnalisation par l'autonomie du champ politique, et du coup être un peu... alors même si globalement, analytiquement, il y a bien un processus d'autonomisation du champ politique qui s'est accentué. Donc, d'ailleurs, ça c'est un débat qu'on peut avoir avec Frédéric Savicki, qui a récemment en fait... tu as tout à fait raison de faire le parallèle avec les partis politiques, parce que je pense qu'il est tout à fait à faire en fait. Frédéric Savicki qui a récemment refait en fait une préface à son bouquin sur les réseaux du Parti socialiste, et qui interroge finalement la question de se dire, est-ce que mon bouquin c'est pas un état antérieur des partis politiques qui révolue aujourd'hui, puisque finalement aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'avec la professionnalisation politique, les partis politiques s'appuient moins que par le passé sur des ancrages territoriaux spécifiques. Et on peut se demander, lui, son propos, c'était de dire qu'il faut réencastrer les partis politiques dans des territoires spécifiques. Et donc là, c'est un débat, parce que lui, il essaie de défendre cette idée-là, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même on voit bien que, et c'est ce que nous dit aussi l'homogénéisation du profil des élus, c'est que finalement, les partis politiques qui sont les viviers de recrutement des élus, se sont autonomisés quand même beaucoup des territoires locaux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des spécificités territoriales qui perdurent, c'est incontestable, mais elles se sont quand même atténuées. Et finalement, il y a bien un processus d'autonomisation qui travaille
les partis politiques comme les élites. Alors pour autant, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut le relier à d'autres phénomènes un peu plus exogènes ou extérieurs, et quand tu dis effectivement professionnalisation du monde associatif, recrutement des élites économiques, gentrification, etc. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il me semble, je vais essayer mais du coup de réarticuler ces hypothèses-là par rapport à l'autonomisation. Il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, les associations restent quand même un vivier de recrutement des élus, et donc effectivement le tissu associatif a changé, et effectivement on va aller du coup chercher des élus plutôt spécialistes et déjà professionnels dans ces milieux-là. Hein, les élites économiques deviennent aujourd'hui des partenaires de l'action publique des élus, hein, et donc il y a une socialisation des élus par le monde économique, c'est incontestable. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on voit bien d'abord que y a bien un recrutement des élites locales dans le monde économique. Hein. Tout à l'heure, j'ai défini, voilà, j'ai dit qu'il y avait une homogénéisation, mais autour de la fonction publique territoriale, mais il y a aussi des cadres du privé, il y a aussi... Donc après, il faudrait affiner le regard, hein, c'est-à-dire qui sont... et donc effectivement, le fait que les interactions entre le monde des élites économiques territoriales dans les processus de métropolisation, où il existe aujourd'hui des élites économiques métropolitaines, hein, puisqu'il y a une localisation aussi des phénomènes économiques, tout ça crée des espèces de jeux de filtrage et de sélection des élites. C'est incontestable, il y a l'effet de la formation, parce qu'après on pourrait dire, finalement, il y a un poids des diplômés... il y a un poids des diplômés chez les élus locaux, mais il y a, de la même manière qu'il y a un poids des diplômés chez les cadres. Hein, et qu'au fond, cette logique de croissance des diplômés dans les positions de pouvoir, elle s'est accentuée dans tous les champs. Et on pourrait dire aussi, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de formation pour les élus. C'est-à-dire, par exemple, je pense que la science politique en France, elle forme énormément de collaborateurs d'élus. Aujourd'hui, on a des M2 spécialisés dans les collaborateurs d'élus. Et donc, du coup, on amène aussi... nous-mêmes, nous contribuons à la professionnalisation politique, évidemment. Alors, mais ce que tu dis sur la gentrification me paraît... on en parle quand même dans le bouquin de cette dimension, mais je suis tout à fait aussi d'accord avec toi. C'est-à-dire que, alors, ce qu'on observe hein, dans ce que certains appellent la nouvelle géographie sociale française, c'est qu'en gros, on a traditionnellement, quand même, on a encore des milieux populaires dans les villes. Hein, les milieux populaires quittent le centre des villes et vont de plus en plus vivre dans le périurbain. Alors même si, sans tomber dans les approximations d'un Christophe Guy, etc., la France périphérique, bon, tout ça c'est très très schématique, il y a plein de formes de périurbanisation, mais on observe ça quand même, globalement, qu'il y ait une prolétarisation du périurbain, c'est relativement incontestable. Prolétarisation du périurbain qui génère plutôt du vote FN, etc. Bon, ça c'est aussi incontestable, même si il y a d'autres formes de périurbanisation qui peuvent exister. Et donc effectivement, on a un modèle de maire urbain, alors tu as dit Bobo, etc., effectivement incontestable, hein, ça a été bien montré par Fabien Escalona, qui a fait un article sur les idéopoles. Il constatait finalement que la plupart des grandes villes en France sont de gauche, hein, et on y trouve en fait voilà, des diplômés ouverts, libéraux sur le plan culturel. Ah, donc ça c'est typique hein, de Nantes, Rennes, Strasbourg, Grenoble, même Bordeaux qui a un maire de droite mais qui vote à gauche aux élections nationales. Bon, alors vote à gauche d'ailleurs, c'est des villes qui ont voté massivement pour Macron. Hein, c'est-à-dire que, massivement. Cette France diplômée libérale culturellement, elle votait pour le PS, elle a voté très largement pour Macron. Et donc, effectivement, ça c'est un processus sociologique qui ne renvoie pas forcément au champ politique et qui informe la sélection. Ça, évidemment, je suis complètement d'accord. Hein, de la même manière que, par exemple, on voit le modèle en termes d'orientation d'action publique, de la ville créative, de la ville compétitive, enfin, la ville multiculturelle renvoie tout à fait à ce type de sociologie. Bon. Alors après, pour autant, pour nuancer quand même les choses, et du coup ça m'amène à répondre à ta deuxième question, ce processus de professionnalisation, on l'observe aussi dans les petites communes. Hein, et là, on a quand même
un peu de travaux. C'est-à-dire, quand tu dis on ne sait rien sur les 500 000, on sait, alors effectivement, sur les conseils municipaux, on ne sait pas grand-chose. Il y a eu des travaux récents en France sur les adjoints. Donc les adjoints, Michel Quebel, Éric Kerrouche ont fait des papiers sur les adjoints. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est que chez les adjoints, alors peut-être pas des petites communes, et donc peut-être que ça laisse 300 000 personnes méconnues, mais que ce processus de spécialisation, de professionnalisation au sens de technicisation, il concerne aussi les adjoints. Hein, et que, alors en même temps, donc ça concerne aussi les adjoints, mais après là où il faut relativiser les choses, parce que tu nous dis, l'analyse est centrée sur les exécutifs. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai, mais ça c'est aussi, voilà, c'est vrai qu'on travaille sur les maires, surtout sur les maires, parce qu'après, par exemple, les travaux sur les présidents de conseils régionaux, présidents de conseils départementaux, qui sont pourtant des figures hyper importantes, il y en a beaucoup moins déjà, il y en a, hein, il y a quand même des choses dans le dernier bouquin de Mazière, le LIDEC, il y a des chapitres sur les conseils régionaux, etc. Mais par contre, il y a quand même une chose qu'il faut voir en France, c'est que, et ça je pense que c'est pas propre à la France, c'est que très souvent, les membres de ces exécutifs sont très dominés en fait par le président. C'est-à-dire, les adjoints en France restent quand même dominés par les maires, et ils le sont d'autant plus qu'aujourd'hui le pouvoir est passé dans les intercommunalités. Hein. C'est-à-dire finalement, le mystère en fait de ces 500 000 élus locaux, enfin c'est pas, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils sont très largement déclassés. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois le pouvoir qui est concentré sur les maires et qui se déplace vers les intercommunalités. Et donc, effectivement, ils ont de moins en moins de pouvoir. Hein. Concrètement, les adjoints, finalement, dans les communes, hein, les grands enjeux que sont les politiques économiques, politiques de développement, l'urbanisme, les transports, le logement, sont très largement transférés vers les intercommunalités, et donc ces élus de second rang sont dépossédés du peu de prérogatives qu'ils avaient. Alors, dans l'analyse, dans l'ANR, les élus l'argent, on va essayer d'explorer ces élus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les élus finalement qui ont un mandat, vont gagner 600 € par mois pour être adjoints, mais finalement ont une activité à côté. Hein, et donc qui sont-ils? Comment ils arrivent à concilier leurs activités? Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'aussi, ça moi je l'observe beaucoup dans la métropole lilloise, de plus en plus, les postes d'adjoints vont être confiés à des assistants d'élus, à des collaborateurs d'élus. C'est-à-dire que comme ces fonctions sont peu rémunérées, on va les confier à des gens qui qui sont parfois des emplois fictifs, parce que ça existe en France encore, ou qui ont une gestion de leur temps, parce qu'ils travaillent pour un élu, flexible. Hein, voilà. Et donc on a aussi un phénomène, je disais tout à l'heure, il y a un phénomène de cursus collaborateur d'élu vers élu, mais dans un récent papier, moi j'ai travaillé sur les semi-professionnels de la politique, c'est-à-dire des collaborateurs d'élus élus, c'est-à-dire par exemple assistant parlementaire adjoint, directeur de cabinet d'un maire, maire d'une autre commune, hein, et qui en fait sont dans des positions intermédiaires qui leur permettent de se professionnaliser au sens où ils peuvent se consacrer totalement à la politique, même si ils cumulent des positions d'élu local de second rang ou de petite commune avec des positions d'assistant. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, en tout cas, et ça je pense que je suis tout à fait d'accord avec l'idée, faire attention, pas avoir une lecture trop finalement fermée de la professionnalisation. Et voilà. Et puis après, bon ça j'ai pas pu le dire aussi, mais les travaux montrent quand même qu'il y a encore des effets territoires. C'est-à-dire qu'il y a encore quand même des formes de légitimité des élus qui sont très liées à un territoire. Je pense notamment dans les activités de représentation. Il y a quand même, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de réseau, mais il faut nuancer. Il y a quand même des, concrètement, au Havre, c'est un port, c'est pas la même chose, ou à Marseille, ça va pas être la même chose qu'une ville administrative, qu'une ville industrielle, etc. Donc les particularités des villes continuent quand même. Hein, on peut repérer plein d'effets territoires et plein de spécificités quand même locales. Quoi. Hein, voilà. Alors, merci beaucoup pour cette première réaction, cette remarque de Oscar. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.
donc, concernant l'intervention de Rémi Lefebvre. Donc, je sais pas si... Madame. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir juste un petit peu plus l'auteur de Cursus Honorum, vous avez cité son livre, et la dynamique inverse, et vous avez cité le sujet de parajutage, comme la dynamique est à l'envers. Si vous pouvez appliquer un petit peu ça. Je réponds maintenant. On peut juste encore reprendre, il y a un démarque. Volontiers, merci pour cette intervention très stimulante. Je voulais soulever un point sur le changement du profil des élus qui se composent de plus en plus d'anciens collaborateurs d'élus. En lisant l'article de Luc Rouban que vous avez cité, c'est vrai que c'est très frappant. Ce que j'ai un peu comme question par rapport à cette dynamique, parce qu'il y a cette idée, vous avez aussi évoqué un peu une clause de compétence, le fait de maîtriser un certain dossier qui deviendrait assez central. Mais par rapport à la légitimation de ces élus, de ces nouvelles catégories d'élus, parce qu'il y a aussi une valorisation de l'ancrage territorial, même si les réseaux perdent sans doute en importance, comme vous l'avez dit, je pense que c'est tout à fait pertinent, mais il y a un petit peu deux registres de légitimation un peu contradictoires, et particulièrement, je pense, un peu sur cette nouvelle génération. Je ne sais pas si par rapport à ça, vous pouvez dire un peu quelque chose, comment vous voyez les choses, parce que j'ai l'impression, surtout aussi un peu à gauche, on se revendique quand même du local par rapport à une globalisation économique, néolibérale. Il y a une certaine valorisation de l'ancrage local, mais en même temps, c'est des gens qui sont pas forcément qui sont produits d'une certaine endogamie. Ça, c'est un peu paradoxal. Je sais pas comment, par rapport à ce que vous avez étudié, comment est-ce que ce personnel politique se définit? J'avais noté un autre point que j'ai trouvé très intéressant, qui est plus un peu, cette fois, une comparaison avec le cas suisse. Dans le cas français, le cumul des mandats a permis une certaine professionnalisation. Dans le cas suisse, c'est plutôt l'inverse. Parce que ce qu'on observe un peu, c'est l'amélioration des indemnités, que ce soit pour les parlementaires fédéraux, pour les exécutifs cantonaux ou communaux. L'amélioration de ces indemnités va faire diminuer plutôt le cumul des mandats comme indicateur d'une professionnalisation de certaines fonctions des exécutifs communaux, cantonaux et aussi du Parlement fédéral. Donc c'est pas tellement une question, mais plus une remarque. Ça m'a frappé. Il y a une dynamique un peu différente du rapport entre cumul et... Ouais, de professionnalisation. Je ne sais pas. Voilà. Voilà un peu. Je réponds sur ces... Merci, ouais. Alors sur le cursus honorum et sur la question du parachutage, j'ai été rapide. Bon, l'idée du cursus honorum, c'est l'idée que dans la carrière politique, c'est-à-dire la carrière entendue par la succession des positions ascendantes qu'on occupe pour évoluer, il y a en gros en France, deux cursus, le cursus ascendant et le cursus descendant. Donc le cursus ascendant qui est très majoritaire, c'est en gros en France, on fait la carrière politique du local vers le national. Donc l'entrée dans le jeu politique se fait par le local, et par le biais du cumul, on va accumuler un certain nombre de positions, et on va gravir les échelons et donc accéder aux positions nationales, mais tout en gardant des positions locales. C'est-à-dire, si on prend, je sais pas, par exemple, les derniers présidents de la République, Sarkozy ou Hollande, ils ont bien été d'abord élus locaux, alors Hollande étant au moins un départ à parachuter, mais en général, on cumule des positions locales, donc on devient un grand notable local, et puis
Ensuite, on s'investit dans son parti politique. Hein, donc ça, c'est aussi un autre aspect du cursus honorum. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même les partis politiques qui distribuent les positions de pouvoir au Parlement et ensuite au gouvernement. Et donc si on en reste au cursus local, en France, il y a, donc je vous rappelle les 3 niveaux institutionnels, hein, la commune, hein, alors l'intercommunalité, mais qui n'est pas une collectivité locale, et surtout où on n'est pas élu. Hein, ça, en France, on touche des indemnités importantes dans les intercommunalités, mais on n'est pas élu directement par les Français, par les citoyens, hein, donc il n'y a pas d'élection directe des intercommunalités. Et puis après, alors il y a le département, donc les 100 départements, et les régions. Alors sachant que les départements comme les régions ont beaucoup changé ces dernières années en France, puisque maintenant au départemental, on élit en fait un binôme. Ça c'est très très étonnant. Il y a un de mes étudiants qui a commencé une thèse là-dessus. On élit un homme et une femme pour représenter le département dans un scrutin qui est territorialisé. Hein, donc là c'est un scrutin binominal. Et puis après, vous avez les élections régionales, alors qui ont été, sachant que les régions sont passées de 22 à 13, donc les régions se sont été redécoupées, et là c'est un scrutin de liste, donc où les partis politiques ont un rôle très important. Et puis après, il y a le mandat de député. Et donc, pour construire une carrière locale, en général, on rentre comme conseiller municipal, on devient adjoint, on est maire, et puis après, il y a plein de possibilités de professionnalisation qui s'offrent à vous. Hein. Vous pouvez être conseiller départemental, vous pouvez être conseiller régional, et donc maintenant, vous ne pouvez plus être député-maire, vous ne pouvez plus être... Bon, voilà, donc... alors, le parachutage, en fait... alors, le parachutage, c'est quoi? C'est quand on a une position nationale d'abord, et qu'ensuite, on va chercher un ancrage local. Alors c'est très très minoritaire en France. Hein. Vendredi j'ai participé à un jury de thèse sur les députés qui en fait tordait le cou un peu à ce modèle du parachutage. On a tendance à le suramplifier en France. En fait c'est très minoritaire, c'est à peu près, pour les députés c'est même pas 10% des députés élus. Et au niveau local, alors au niveau local ça existe. Hein. Bon, je vais prendre 2 exemples. Juppé à Bordeaux et Martine Aubry à Lille ont été complètement parachutés. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été appelés par Chaban-Delmas et Mauroy pour leur succéder, mais ça reste très minoritaire. Et alors, le paradoxe, donc ça renvoie aussi à la question du local et de l'ancrage territorial, c'est que c'est très mal vu. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, même si le capital de doctonie des Français ou des habitants au niveau local sans doute baisse, l'idée qu'on vienne prendre une ville de l'extérieur, ça c'est quelque chose qui reste extrêmement impopulaire, qui est aussi beaucoup exploité par les concurrents. Hein. Si vous faites ça, vous avez tout de suite des concurrents qui vont vous tomber dessus et qui vont dire... voilà, donc on a... voilà, donc globalement... donc en gros, alors la question maintenant, ça va être vraiment intéressante en France, c'est qu'on a quand même une désarticulation maintenant avec la fin du cumul des arènes locales et nationales, et donc ça va être intéressant de voir, bon, par exemple, alors en plus, cette désarticulation intervient au moment où sont élus les 313 députés En Marche, pour au moins 60% d'entre eux n'ont aucun ancrage local. Hein, c'est-à-dire, ils ont été élus parce qu'ils ont mis la tête de Macron sur leurs affiches, et qu'ils ont été désignés par En Marche. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est que ces élus, ces députés arrivent au moment où ils n'ont pas d'ancrage local et ils n'ont pas un mandat local pour s'ancrer localement. Donc moi j'ai des étudiants qui commencent à faire des mémoires sur ces députés, et c'est un peu des députés fantômes en fait. Hein. Il n'y a personne qui les connaît, ils ont beaucoup de mal à s'ancrer parce qu'ils n'ont pas de parti politique, ils ont... alors évidemment les élus locaux en plus vont tout faire pour qu'ils ne s'ancrent pas localement. Donc c'est... bon voilà, souvent en fait c'est des élites économiques, hein, qui n'ont pas forcément beaucoup d'ancrage territorial, etc. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, de l'évolution de le manuel. Hein, j'espère qu'on va en faire vite une seconde édition, parce qu'il faudra sur le cumul, c'est déjà caduc, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir actualiser. Alors, par rapport du coup, je réponds à votre question sur le cumul. Alors, en France, pour dire les choses, en fait, sur les indemnités, qui est un débat qui est de plus en plus discuté dans le débat public. Hein. Pendant très longtemps en France, on ne parlait pas du tout de ces questions d'argent. Hein,
c'était tabou, les élus faisaient tout pour pas qu'on en parle, la presse locale n'en parlait pas, c'était vraiment le sujet invisibilisé. Bon, là maintenant, très clairement, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, la presse locale en parle beaucoup, et évidemment, l'affaire Fillon a mis à l'agenda cette question, et aujourd'hui, hein, là, les choses ont énormément changé, puisque maintenant, les élus locaux, pour les parlementaires, ils ont une transparence, ils doivent donner leur patrimoine, on sait exactement ce qu'ils gagnent, et alors, donc il y a un débat en France, on peut dire qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui sont très mal peints. Il n'y a pas d'étalon, mais il y a des niveaux de rémunération très différents selon les élus, hein, mais qui ne sont pas considérables. Hein. Par exemple, pour donner une idée, hein, un maire en France d'une ville de 20 000 habitants, il gagne à peu près 2 200 € par mois, alors que c'est un job temps plein. Donc en fait, ça met les maires dans des situations impossibles. C'est-à-dire qu'en somme, alors ils cumulent, en plus de ces 2 000 € un mandat en général intercommunal qui leur ramène 3 000 €, mais en général ils viennent de milieu social qui fait qu'ils estiment qu'ils ne sont pas du tout assez payés à 3 000 €, et donc ils vont chercher à cumuler, hein, ils vont chercher à cumuler très clairement, ou alors aujourd'hui ils peuvent moins cumuler, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Le risque, c'est évidemment par exemple qu'ils s'investissent moins dans leur mandat et que ce soit plus la technostructure du coup locale qui s'investisse. Enfin, vous voyez, et donc en général c'est pour ça hein, qu'il y a ces formes de cumul de un mandat d'élu et un mandat de collaborateur d'élu en fait. Hein. Moi, dans la métropole lilloise, qui était en fait un bastion socialiste, ça fonctionnait comme ça. Hein. C'est-à-dire, Martine Aubry, elle nommait des adjoints, et puis elle disait, bah, c'est pas grave, tu vas arrêter ton boulot, parce que moi, je vais te nommer assistant parlementaire du député, puisque je suis moi le chef, et c'est moi qui lui dis à qui il donne ses assistants, ou bien permanent du Parti socialiste. Hein, ils ont embauché 20 personnes qui ne faisaient pas leur boulot de permanent. Hein. Ça, c'est les scandales sur les députés européens, Marine Le Pen, Mélenchon, enfin, mais tous les partis politiques ne font que ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une hypocrisie totale, c'est qu'en fait, évidemment, les assistants parlementaires, c'est plus strict dans le cas de l'Europe, mais les assistants parlementaires nationaux, mais enfin, tout le monde sait depuis des années que parfois, c'est largement des emplois fictifs. Et donc, on va donner un poste d'assistant, certes à sa femme ou à son fils quand on est député, mais surtout à son premier adjoint pour qu'il se consacre en fait à son activité d'adjoint. Et donc là, il y a une espèce d'hypocrisie en France où d'un côté, on ne contrôle pas les assistants parlementaires, mais de l'autre, on rémunère très peu hein, des postes d'adjoints. Je vais prendre un autre exemple. Adjoint au maire d'une ville comme Lille, 200 000 habitants, un adjoint gagne 1 800 € net par mois. Ben, c'est ridicule. Enfin, voilà, c'est pas un job d'adjoint d'une très grande commune en France, c'est un job à temps plein. Hein, donc du coup, à côté, ils ont des demi-postes, etc. Bon, bref, donc la question du cumul, mais sauf qu'aujourd'hui, hein, un homme politique qui dirait ça et qui dirait qu'il faut augmenter les indemnités des élus, oulala. Donc en fait, ils sont dans une situation impossible. Hein, c'est-à-dire, et or le problème, c'est que comme les petites cuisines habituelles, ils ne peuvent plus les faire, ben, ils sont pris entre l'impossibilité de faire la petite cuisine et en même temps l'impossibilité de lancer un débat sur qu'est-ce que ça serait bien rémunérer légitimement un élu. Bon, alors après, sur la remarque sur la contradiction finalement entre hyper-professionnalisation de ses collaborateurs et contrainte du territoire. Pour moi, ce paradoxe, c'est pas un paradoxe de l'analyse, c'est un paradoxe des situations que vivent les élus. Effectivement, ils sont pris dans des injonctions contradictoires, hein, où d'un côté, effectivement, ils ont un profil de plus en plus endogame dans le recrutement, et en même temps, ils doivent s'ancrer localement. Hein, et globalement, je pense qu'ils le sont de moins en moins. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même l'ancrage local, a priori, d'un médecin qui entre en politique, ou d'un enseignant qui entre en politique, ou d'un chef d'entreprise qui entre en politique, il est sans doute plus important qu'un collaborateur d'élu qui entre en politique, surtout quand ce collaborateur d'élu n'a pas forcément été très militant avant. Parce que la compensation du capital social, c'est le militantisme. Or, le militantisme, quand même, globalement, dans les partis politiques, il décline. Et que globalement... si vous voulez, par exemple, moi, quand on regarde les listes, c'est quand même frappant. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a toute une série de profils qui existaient avant
sur les listes municipales, type président de club de foot, président d'association de parents d'élèves, président d'union commerçante. Ce type de profil, ils existent encore dans les petites communes. Mais par exemple, dans les grandes communes, c'est des spécialistes d'action publique, des gens qui sont fonctionnaires, et donc, voilà, là on touche, ils doivent s'ancrer dans le territoire, mais incontestablement, il y a bien une professionnalisation. Hein, voilà, donc je pense que ce paradoxe, c'est un double bind aussi, finalement, des élus eux-mêmes, en fait. Très bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oscar, je sais, j'en ai une. Alors, vas-y. Ah bon. Mais c'est juste par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la professionnalisation qui renvoie à une certaine homogénéisation sociale du profil. Ça me rappelle un petit peu aussi par rapport à mes recherches, mais c'est aussi ce qu'on essaie un petit peu d'investiguer dans le projet. Avec ces concepts clés, deux processus de démocratisation et professionnalisation, c'est toujours un petit peu deux processus qui à la fois se veulent complémentaires mais aussi contradictoires, parce que la professionnalisation serait censée d'une part donc, ouvrir, en tout cas donner les moyens à des profils fort différents d'accéder aux fonctions politiques, mais d'autre part, comme l'ont montré aussi des études sur les profils des parlementaires nationaux, on parle de la création, de la mise sur pied de nouvelles sélectivités, donc d'une création d'une barrière entre insider et outsider. Et ça, c'est quand même un élément qui nous interroge, qu'on a essayé d'investiguer. Mais par rapport à cette dynamique, et je pars aussi de mes recherches sur le Parlement suisse, j'ai pu constater que l'arrivée, par exemple, des femmes a quand même permis de nuancer ça. Et moi, j'aimerais bien vous poser la question, qu'en est-il des femmes donc, parmi ces élites locales? Donc, est-ce que, en termes de homogénéisation sociale, est-ce que celle-ci varie entre hommes et femmes? Je ne sais pas s'il y a quelques éléments que vous pouvez mentionner. Et, sur la relation entre professionnalisation et démocratisation, alors c'est vrai qu'il faudrait, sur le type, bon, il y a une sélectivité sociale des élites locales, mais alors ça c'est plus des hypothèses. Hein. Par exemple, nous, ce qu'on observe dans les élus et l'argent, dans notre année Les élus et l'argent sur les parlementaires français, c'est qu'en fait, on a un déclin des catégories sociales supérieures dans le recrutement des parlementaires, parce que la position de parlementaire est jugée comme déclassée. Et doublement déclassée. Déclassée parce que globalement, et ça on a des députés qui nous disent en entretien, ils nous disent mais moi mes copains avec qui j'ai fait HEC, ils me rigolent, ils rigolent au nez, hein, ils me disent avec tes 5000 € par mois, nous on en gagne 5 fois plus. Il y a un déclassement professionnel et monétaire de la position de parlementaire, avec l'accroissement des inégalités salariales par le haut. Premier aspect. Déclassement symbolique. Hein, globalement, aujourd'hui, députés n'ont pratiquement aucun pouvoir à l'Assemblée, donc très vite ils s'en rendent compte. Et puis en plus, ça c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans le discours des élus. Hein, il faut faire attention, parce que c'est un discours un peu topique qu'il faut déconstruire, mais aussi on n'arrête pas de se faire engueuler sur le terrain, les gens n'ont plus de considération pour nous, on n'est plus des notables au fond qu'on écoutait, etc. Donc ça c'est un discours qu'on entend aussi beaucoup chez les maires. Moi dans ma commune, il y a un de mes maires qui est devenu sénateur En Marche, et en entretien il me dit mais en fait moi j'en avais marre, hein, je me fais engueuler tout le temps, les gens n'ont plus de respect, voilà, et c'est vrai que moi j'observe des choses assez... je pense que la figure du maire en France, qui était une figure d'honorabilité locale assez forte, ça c'est clair que ça a changé. Aujourd'hui vous avez bon, une désacralisation des fonctions locales. Bon. Et donc du coup, je pense que par exemple, on observe un peu le phénomène au niveau local. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez
dans les postes d'adjoints, des postes de maire, des gens qui appartiennent aux catégories supérieures, mais en gros, ils peuvent se permettre de ne pas travailler, en fait. Et donc, c'est des gens qui sont, en fait, des politiciens amateurs. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas leurs revenus. C'est parce qu'ils ont des gros revenus, par ailleurs, qu'ils peuvent s'adonner à l'activité politique. Il faut quand même rappeler qu'au départ, le principe des indemnités, c'est Alain Garrigou qui avait montré ça, c'était une revendication des ouvriers. Donc, être payé pour faire de la politique, c'était dénotabiliser la politique. Et donc, il faut, finalement... rapporter cette question des indemnités à la question aussi de la hiérarchie sociale, etc. Alors sur les femmes, oui, j'en ai pas du tout parlé, j'avais prévu, alors on a, il y a quelques pages dans le bouquin, évidemment, ça c'est une question qui est très traitée en France, beaucoup traitée en France, la féminisation du personnel politique. Il y a toute une série de politistes qui travaillent là-dessus, Sandrine Lévesque, Catherine Achin, Frédéric Matonti, Delphine Dulon. Il y a eu beaucoup de travaux, Lucie Bargel, sur l'application de la parité. Alors, l'application de la parité qui a eu lieu essentiellement au niveau local en France, puisque en fait, il n'y a pas de parité aux élections législatives, puisque c'est un scrutin uninominal, donc il y a une parité, j'allais dire, les partis payent des pénalités, mais on ne peut pas imposer la parité, alors qu'au niveau local, ces dernières années, on a une parité totale, c'est-à-dire qu'on a une parité des conseils municipaux, on a une parité des exécutifs, c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'adjoints hommes que femmes. On a une parité maintenant aux élections régionales, bon, ça, puisque c'est assez facile, c'est un scrutin de liste, et à travers les binômes dont je vous parlais tout à l'heure, on a une parité aux conseils départementaux, et là on est passé, d'ailleurs c'est incroyable, à des conseils départementaux, il y avait 10% de femmes à 50% de femmes. Et donc effectivement, ça c'est un champ de recherche. C'est qui sont ces femmes? Alors, on a des données, mais par exemple, donc moi j'ai une étudiante qui commence sa thèse sur les binômes, et elle a fait des entretiens, c'est super intéressant, parce que parfois c'est très difficile de trouver des femmes pour entrer dans les exécutifs. Donc les questions de compétences, donc là il faut regarder quel domaine on va leur donner, etc. Et globalement, donc là on pourrait me dire que j'ai été un peu gender blind dans mon analyse, la thématique de la professionnalisation, elle est quand même un peu différente dans le cas des femmes que des hommes, dans la mesure où très souvent, là, il y a une sursélection des femmes, ça c'est clair, qui vont être choisies, c'est-à-dire qu'on va choisir les femmes, mais parfois dans pas mal d'endroits, on trouve pas, entre guillemets, l'expression est horrible, mais on trouve pas les femmes, on trouve pas les femmes pour siéger dans les exécutifs, ou alors, voilà, donc ça c'est peut-être un angle mort. En France, on a quand même eu une féminisation très massive. Alors pas des maires, pas des maires, pas des présidents de conseils régionaux ni départementaux. Il y a 10% de femmes maires en France. Il y a 50% d'adjoints parce que c'est obligatoire, mais les maires, il n'y a pas de... Donc, il y a pareil pour les conseillers régionaux ou les conseils départementaux. Ça reste minoritaire. Voilà. Mais, bon. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si... C'est Oscar. Je ne sais pas s'il y a... Oscar, oui. Je voulais faire poser encore brièvement une question un peu comme ça, pour terminer peut-être. Il y a quelque temps, est venu ici Patrick de Galès, pour discuter de son ouvrage, la nouvelle édition de son ouvrage sur le retour des villes européennes. Et à un moment donné, on a posé la question à quoi bon sert d'étudier les élites politiques locales, étant donné que la gouvernance aurait finalement, disons, affaibli le rôle de ces élites politiques locales. Et donc, à quoi bon et pourquoi étudier les élites politiques locales? Alors, est-ce qu'on peut répondre à Patrick Le Galès? Je ne partage pas tout à fait la même analyse que Patrick Le Galès, qui est d'ailleurs le directeur de la collection Armand Collin. Donc on a eu des discussions quand on a rédigé l'ouvrage, parce qu'on n'était pas forcément d'accord, etc. Donc ça a été, il voulait, c'est lui notamment qui a souhaité qu'on internationalise le bouquin. Donc on s'est prêté à ça. C'est pas facile parce que, je vous l'ai dit, c'est hétérogène, c'est pas tant qu'on n'avait pas envie de lire les travaux parce qu'en plus on les connaissait, c'est que c'est difficile de tenir après une analyse qui se tienne avec des situations très diverses. Et puis après, effectivement, lui défend ce modèle de la gouvernance
Et nous, c'est pas forcément avec Anne-Cécile notre cadre d'analyse. Nous, on a tendance, alors non pas qu'il faille ne pas prendre en compte l'ouverture des processus décisionnels à des acteurs économiques, à des acteurs... ça, c'est un phénomène qu'on ne peut pas contester. Hein, mais il nous semble que la gouvernance, donc c'est une manière de te répondre à ta question, tend à sous-estimer l'impact du pouvoir politique. Hein, et que finalement, souvent, les logiques de gouvernement ou de leadership ou de poids des exécutifs tempère fortement les logiques de gouvernance. Hein. Voilà. Bon, moi j'ai un exemple en tête là-dessus. J'avais travaillé sur les capitales européennes de la culture. Hein, et par exemple, quand on voit les capitales européennes de la culture qui sont un modèle de gouvernance. Hein, souvent, les capitales européennes de la culture, c'est une ville qui obtient un label, elle va construire pendant un an un projet pendant un an de culture avec les acteurs privés, etc. Bon. Et donc moi j'ai vraiment étudié précisément ce qui s'était passé à Lille avec Martine Aubry, et très clairement ce qui apparaissait au départ comme une logique de gouvernance a basculé au fil du temps dans une logique de gouvernement. C'est-à-dire globalement, Martine Aubry s'est fortement approprié le projet qui était né en dehors, qui était né dans la société civile métropolitaine au départ, elle l'a pris, elle se l'est imputé, et globalement, voilà, globalement, alors, ça ne veut pas dire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, que, en fait, on a deux mouvements contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a des élus qui investissent plus dans l'action publique, donc symboliquement et aussi pratiquement, hein, ils passent plus de temps, ils vont plus dans les dossiers, pour eux, ils pensent alors, que ça reste quand même très important et que leur réélection va tenir à leur bon bilan, même si parfois la réalité dément un petit peu leur... Et donc ça, c'est une logique qui fait que globalement, on peut considérer que les élus, ils ont entre guillemets un vrai pouvoir. Puis effectivement, la logique de la gouvernance qui est celle de dire, effectivement, aujourd'hui, plein de modèles, hein, coalition de croissance, enfin les coalitions, l'élargissement, la forumisation de l'action publique métropolitaine, etc. Bon, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut avoir une analyse nuancée, c'est-à-dire, et puis il faut analyser de toute façon des cas. Mais par exemple, bon, c'est compliqué parce que par exemple, Pinson, il peut être parfois sur le modèle de la gouvernance, alors qu'il considère que les élus ont beaucoup de pouvoir, les élus locaux. Donc on peut je pense que la question c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur, mais dans le cas français quand même, il me semble quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est permanent, c'est la personnalisation du pouvoir municipal et le fait que si les maires ont par exemple continuent à avoir un pouvoir considérable, hein, pouvoir de retirer les délégations aux adjoints, pouvoir budgétaire considérable, on peut dire le présidentialisme, enfin je veux bien, la gouvernance peut diluer un peu le pouvoir des élus, mais d'un côté il y a une permanence du présidentialisme. On pourrait dire le présidentialisme, il ne faut pas confondre le présidentialisme avec le pouvoir, hein. On peut avoir l'impression, la personnalisation n'implique pas forcément qu'on ait du pouvoir, mais les élus ont quand même la haute main encore sur beaucoup de ressources. Hein. Je sais pas, j'ai plein d'exemples en tête de présidents de conseils régionaux, voilà, ce qui se passe avec Vauquier, par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, il y a bien une variable élu local qui pèse, hein, il retire des subventions, il a bien un pouvoir, quoi. Hein, voilà. Bon, donc, mais bon, c'est une question super intéressante et voilà, et réponse nuancée, même si je n'aurais pas forcément la même analyse que le Gallais, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup alors pour cette présentation, pour ce débat. Alors, qui va certainement continuer, donc, parce qu'il y a quand même plein d'éléments qui voilà, je parle aussi par rapport à ce projet qui nous interroge et donc encore merci beaucoup, merci aussi au public. Juste un petit rappel par rapport au prochain rendez-vous, c'est la dernière conférence qu'on va organiser mardi prochain, 28 novembre. On aura le plaisir d'accueillir Cesare Mattina qui va donc nous donner une conférence portant sur étudier le gouvernement local de Marseille, enjeux théoriques et méthodologiques. Donc vous êtes évidemment
et tous les bienvenus donc, dans la même salle mardi prochain. Merci encore et merci encore à...